présent, on va avoir une vision à 30 000 pieds, parce qu'avant de parler de souveraineté industrielle ou énergétique, ce sera le cas en fin de matinée, il faut d'abord poser la question de base, où se fabrique le monde aujourd'hui? Qui produit quoi? Où et dans quelles proportions? C'est exactement ce que fait David Kousker depuis des années. Il est fondateur et dirigeant de Trendéo, qui suit et analyse les évolutions de l'emploi et de l'investissement industriel à l'échelle mondiale. En 20 minutes, il va nous donner les chiffres, les tendances, les ruptures aussi, une véritable boussole pour la suite de nos débats. David, je vous demande de nous rejoindre sur scène. Donc nous collectons des données en France sur l'emploi et l'investissement depuis 2009. Donc on est connu parfois pour notre indicateur sur les ouvertures et fermetures de sites industriels. Et depuis 2016, nous collectons des données sur l'investissement industriel dans le monde que nous synthétisons chaque année dans un rapport qu'on présente à la presse et qui est réalisé en partenariat avec le CESI, une école d'ingénieurs, et le cabinet McKinsey. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu revu notre dernière édition, donc, qui a été publiée début 2026, et qui retrace un petit peu l'actualité de l'investissement industriel à fin 2025. Donc ce qu'on voyait en 2025, c'était une reprise du nombre de projets d'investissement et des montants investis. Donc les deux courbes que vous voyez ici, ce qui risque de changer un petit peu en 2026 avec les tensions accrues autour du prix du pétrole notamment. Par grand domaine d'investissement, on a le manufacturing, les data centers, la production-distribution d'électricité, les trois premiers secteurs en haut du graphique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux barres. Donc une barre bleu foncé qui est les données 2025 et une barre bleue plus claire qui est la moyenne annuelle 2016-2025. Donc ce qu'on voit sur le secteur manufacturier, par exemple, on a 800 milliards d'investissements qui ont été recensés en 2025. On est un peu en dessous de la moyenne annuelle 2016-2025. En revanche, la deuxième barre, qui est la plus impressionnante, ce sont les data centers. On est presque à 600 milliards d'euros de dollars d'investissement annoncés dans les data centers en 2025, donc 4 fois la moyenne. Et on rattrape presque l'investissement annoncé dans l'ensemble du manufacturing, de la production manufacturière. Troisième grand bloc, production et distribution d'électricité, où on voit qu'en 2025, on est très en dessous de la moyenne annuelle en termes de montant d'investissement annoncé. Donc là, il y a un peu une contradiction avec les investissements annoncés dans les data centers, c'est qu'on ne pourra pas durablement avoir des projets qui sont extrêmement énergétiques sans aligner la production d'électricité. On a fait un petit calcul qu'on a publié la semaine dernière. Pour mémoire, je fais une incidente. L'ensemble des projets de data centers qui ont été annoncés en France dans les 2 dernières années vont demander l'ensemble de la première tranche ferme de la loi de programmation sur l'énergie qui a été votée en début d'année. Donc c'est colossal. Dans le détail de l'industrie manufacturière, on voit une très forte année 2025 pour la pharmacie, qui est très au-delà de son niveau moyen, avec des grands projets qui ont été annoncés, dont on en a eu un à Chartres il y a 2 ans, sur les médicaments anti-obésité, l'électronique qui est un petit peu en dessous de sa moyenne. Voilà, c'est un détail, et les matériaux qui sont à un niveau standard. On suit également les fermetures de sites et réductions d'effectifs. Alors on ne voit pas très bien les continents là, sur la carte, un problème de contraste, mais là on est aux États-Unis, là on est en Europe, et donc on a quelques fermetures de sites et réductions d'effectifs en Asie, mais le gros des difficultés concerne l'Europe et l'Amérique du Nord. Autre point sectoriel, dans l'énergie, on a une très forte baisse des investissements depuis le pic de 2022. Ce sont des données qu'on ne retrouve pas sur les statistiques de l'Agence internationale pour l'énergie, parce qu'en fait, ils lissent leurs statistiques sur la durée des programmes qui sont annoncés. Nous, on prend la totalité des investissements l'année où ils sont annoncés, ce qui fait qu'on est nettement plus sensible
aux variations de la conjoncture. Donc là, il y a quand même une très forte baisse des investissements dans l'énergie. Et si on fait un détail, si on regarde plus en détail, par type d'énergie, c'est à gauche, à droite c'est par aire géographique. Par type d'énergie, on a une très forte baisse également des énergies renouvelables, avec une quasi-disparition de l'éolien, que ce soit offshore ou terrestre, un maintien de l'hydrogène, mais globalement une très forte baisse de l'investissement dans l'énergie, qui ne pourra pas durer si notamment on continue à investir à ce niveau dans le secteur des data centers. Pour l'automobile, ce qu'on voit, c'est que 2021, 2022, 2023, c'était la partie basse de ces graphiques ici, c'était les batteries en bleu foncé. Donc l'investissement dans le secteur automobile, on a inclus les batteries. Donc il y a eu toute une volée de grands projets qui ont été annoncés sur ces 2021, 2022, 2023. Et là, on est plutôt un petit peu en baisse. Ce qu'on voit aussi en matière un petit peu un signal faible, en 2025, on a eu une reprise, c'était la première fois depuis 4-5 ans, de l'investissement dans le véhicule thermique, qui reflète un petit peu les hésitations sur les tendances du marché. Alors, on reviendra sur la Chine globalement, mais là, on analyse la Chine dans le secteur automobile avec 2 blocs. On regarde les pays de destination, c'est-à-dire où vont les investissements dans l'automobile, et à droite, les pays d'origine, c'est-à-dire d'où viennent les investissements automobiles, quelle est la nationalité des investisseurs. Et on a 2 barres, on a 2016, la barre bleu clair, et 2025, la barre bleu foncé. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes de destination, en 2016, la Chine représentait 33% des montants investis dans l'automobile. En 2025, c'est 3% en termes de localisation des investissements. Ensuite, on trouve les États-Unis et l'Union européenne. Et le Maroc en 4e position. Et en fait, ce qui se passe, c'est expliqué sur le graphique de droite, c'est que la Chine n'a pas du tout réduit ses investissements, puisque les constructeurs chinois étaient à 30% de l'investissement mondial en 2016, ils sont à 29% en 2025. Donc de façon massive, et on le retrouve dans l'ensemble de l'appareil industriel chinois, on a un redéploiement de la géographie de l'investissement chinois dans l'automobile. C'est-à-dire qu'il était domestique. Après 2022, il y a eu notamment toutes les mesures de rétorsion commerciale des États-Unis. Donc massivement, les industriels chinois, et spécifiquement dans l'automobile, ont investi hors de Chine pour éviter d'être coincés avec des productions qui seraient victimes de mesures de blocus. Et donc les pays frontaliers des plus grands marchés, dont l'Union européenne, bénéficient des investissements chinois dans l'automobile. Donc on retrouve en numéro 1 le Maroc, comme destination des investissements chinois automobiles en 2023-2025, puis l'Indonésie, l'Égypte, les États-Unis, le Vietnam. Voilà pour quelques perspectives sectorielles. On a aussi, puisqu'on a à la fois dans nos données la destination des investissements et le pays d'origine, on a créé une notion de puissance économique qui, par pays, regroupe 3 choses. Alors là, on a les données classiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est investi aux États-Unis, en Union européenne, c'est-à-dire qui sont les numéros 1 en matière de destination des investissements. Donc là, on a les États-Unis en numéro 1, l'Union européenne en numéro 2, l'Union européenne qui remonte doucement, États-Unis qui en 2025 ont doublé les annonces de montants investis, l'Union européenne qui remonte doucement depuis 4-5 ans, et l'Inde qui est en baisse, qui subit un petit peu le contre-coup du fait que après le Covid, il y a eu beaucoup de menaces de blocus sur les investissements en Chine, et donc beaucoup de gens qui produisaient en Chine sont allés produire en Inde, notamment Apple, c'est assez connu, pour éviter de se retrouver coincés. Donc il y a eu un petit bond de l'investissement en Inde qui est en train de retomber, ce qu'on voit dans les chiffres. Là, vous avez une évolution, on a 10 années de données sur l'investissement mondial. Vous avez une évolution à l'horizontale, en ligne, de l'origine des investissements, et en colonne, vous avez la destination. Ce qu'on voit, c'est que la ligne Asie, par exemple,
la colonne Asie, pardon, perd des investissements venant de toutes les provenances. C'est-à-dire que entre la période 2016-2020 et 2021-2025, ils reçoivent 100 milliards de dollars de moins de la part des investisseurs américains, 277 milliards de dollars de moins de la part des investisseurs asiatiques eux-mêmes, et moins des Européens et de l'Océanie. Donc on a très nettement un recul de l'Asie en termes de destination des investissements. Ce qui ne veut pas dire que les investisseurs asiatiques, qu'on retrouve en ligne, ils se redéploient. Donc ils vont massivement investir plutôt en Amérique d'ailleurs d'abord, ensuite en Europe et également en Afrique. Et donc la notion de puissance, c'est pour essayer de comprendre un petit peu cette mécanique de l'investissement reçu et projeté, on a agrégé 3 chiffres pour chaque pays. Le premier, à gauche, en bleu foncé, ce sont les investissements reçus, les investissements étrangers reçus. Au centre, vous avez les investissements domestiques. Donc pour les États-Unis, ce sont les investissements des entreprises américaines aux États-Unis. Et à droite, vous avez les investissements projetés, c'est-à-dire que les investissements des entreprises américaines à l'étranger, en dehors des États-Unis. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement, les États-Unis sont à 3 000 milliards de dollars entre 2021 et 2025, donc c'est le numéro 1. L'Union européenne est numéro 2, la Chine est numéro 3 et l'Inde est en numéro 4. Si on additionne ces 3 agrégats. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la forme, la répartition entre ces 3 agrégats pour chacun des pays. Pour les États-Unis, par exemple, vous avez un cœur domestique qui est massif, et autant les investissements reçus que les investissements projetés à l'extérieur font à peu près un tiers de l'investissement domestique. Dans l'ensemble des pays européens, et spécifiquement en France et en Allemagne, c'est une répartition inverse. C'est-à-dire que le cœur domestique est 3 fois plus petit à la fois que ce qui est reçu en matière d'investissement industriel et de ce qui est envoyé à l'extérieur. Donc on a l'Union européenne qui a une assise domestique, celle qu'on retrouve ici, hein, le petit 500 milliards de dollars, comparé à 468 reçus et 779 projetés. On a des pays européens qui massivement reposent sur des entreprises qui sont mondialisées depuis longtemps et qui jouent sur les différentiels de taux de croissance et qui vont chercher la croissance en dehors de l'Europe quand elle est en dehors de l'Europe, avec donc une base domestique qui est nettement plus faible que dans des pays comme la Chine qui sont maintenant nettement presque plus développés que nous, dans les parties les plus avancées, et même un pays plus anciennement industrialisé comme les États-Unis conserve un cœur domestique beaucoup plus important. Quelques points, quelques focus pays. Sur les États-Unis, on voit une envolée des annonces dans les data centers. Dans le montant des investissements, les courbes que vous avez ici sont des secteurs. Donc, la plus élevée, ce sont les data centers. Ensuite, vous avez la pharmacie. Et ce qui est frappant, c'est que derrière, les autres secteurs sont plutôt plats. Ce qui fait que derrière l'impression de triomphe un petit peu américain, on a des éléments de fragilité, donc une très forte concentration sur certains secteurs, une forte dépendance aux méga-projets, des investissements très capitalistiques, peu créateurs d'emplois, et des pertes d'emplois significatives, on l'a vu tout à l'heure dans la cartographie. J'insiste un tout petit peu là-dessus parce qu'en fait, si on réfléchit, on a à peu près le même paysage en France en ce moment. C'est-à-dire qu'on a des annonces, notamment qui ont été faites à Choose France, de méga-projets dans les data centers. On a des secteurs industriels qui sont quasiment en surchauffe, dans la défense, l'aéronautique et d'autres, et des secteurs qui sont très fortement touchés par la hausse du prix de l'énergie, notamment la chimie, par exemple. La Chine, je vais juste commenter ce graphique en haut à gauche parce qu'il est extrêmement impressionnant. C'est la part des investissements chinois réalisés à l'étranger. Donc, où vont les groupes chinois en proportion de leurs investissements à l'étranger. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un redéploiement massif, et on l'a vu dans l'automobile tout à l'heure,
de l'investissement des industriels chinois. C'est-à-dire qu'au moment du Covid, ils sont tombés à 20% de leurs investissements presque en montant et en nombre à l'étranger. Donc massivement, ils se sont recentrés sur leur pays, sur l'investissement en Chine. Et là, on atteint 60%, 70% en montant et 80% en nombre de projets des investissements chinois qui se font en dehors de Chine. Donc on a un redéploiement massif de l'investissement chinois, toutes filières confondues, notamment pour éviter d'être coincé par les tarifs. La France, 4e destination pour les investissements mondiaux. Je passe rapidement, c'est un peu un effet data center, mais c'est aussi une occasion pour la France de se repositionner sur le secteur des méga-projets du moment. C'est-à-dire que il y a des vagues un petit peu de projets géants dans la pharmacie, dans les semi-conducteurs jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, les projets géants sont les data centers. Et là, la France doit être 2e ou 3e pays mondial en termes d'accueil des data centers pour les montants annoncés. Alors que par exemple sur la vague des semi-conducteurs, on était très très loin des pays numéro 1. Donc là, c'est à la fois un secteur sur lequel il y a pas mal de questions. Est-ce que ça crée des emplois? C'est extrêmement capitalistique. Ça peut être une opportunité sur un triangle data center, énergie et intelligence artificielle. Une carte que j'ai faite pour l'occasion, l'idée c'est de voir le barycentre en fait, des investissements industriels qu'on collecte. Donc ça, c'est une carte qui est basée sur plus de 35 000 investissements industriels pondérés par leur montant, donc recensés dans notre base depuis 2016. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2025, le centre de gravité s'est déplacé et est passé progressivement depuis 2016 de l'Asie à l'Amérique. Et puis, je vais passer rapidement là, mais c'est pour montrer qu'au niveau mondial, les investissements dans la défense, si on découpe nos données en deux parties, 2016-2020 et 2021-2025, autant en nombre de projets qu'en montant investi, les investissements dans la défense sont doublés globalement. Et donc là, si on les cartographie, on a très peu d'informations sur la Chine, mais on voit que sur l'est des États-Unis, en Europe, un petit peu moins, et en Inde, on a une très forte montée des investissements défense. Et puis là, c'était un focus sur la France. Voilà pour ce paysage brossé très rapidement. Donc ce qu'on voit, c'est post-Covid, une reconfiguration assez massive des systèmes de production, avec des méga-projets et des annonces très fortes aux États-Unis, et puis des signaux faibles qui montrent que ça patine peut-être un petit peu, une remontée lente, mais pas impressionnante, de l'Union européenne, et un redéploiement très très fort de l'appareil productif chinois. Voilà pour les grandes lignes de ce paysage. Un grand merci David Kosker, on peut l'applaudir.